et bienvenue dans ce podcast où on va parler du chapitre de biologie, la régulation hormonale de la glycémie et ses dysfonctionnements, donc les diabètes. Déjà, à l'intérieur même de l'organisme, une communication interne est indispensable entre les cellules et organes d'un individu afin d'assurer un fonctionnement harmonieux. Certains paramètres, par exemple comme la quantité de glucose par litre de sang, ou glycémie, doivent impérativement rester constants pour assumer un fonctionnement optimal de l'organisme. Le glucose est en effet le seul nutriment des neurones, mais un excès en glucose altère de nombreux organes. On appelle homéostasie est un ensemble de processus physiologiques qui permettent de maintenir certaines constantes du milieu intérieur. Alors on peut se demander comment le taux de glucose peut-il être maintenu constant au cours de la journée alors que les apports et les besoins sont si irréguliers. C'est ce que nous allons étudier ici. Alors déjà il faut savoir qu'elle a un rôle exocrine. C'est la production de sucs digestifs dans le tube digestif, milieu extérieur, par les cellules sécrétrices regroupées en acinie. Elle a également un rôle endocrine, production par les cellules des îlots de Langerhans, de substances circulant dans le sang. C'est le milieu intérieur qui régule le taux de glucose sanguin, c'est-à-dire l'insuline et le glucagon. Je parle bien sûr des hormones. Également, le pancréas est donc ce qu'on appelle une glande mixte. Le terme hormone fait son apparition en 1905 et en 1909, c'est au tour de l'endocrinologue, la science des sécrétions internes, de voir le jour. Donc maintenant la définition d'une hormone. C'est une substance biochimique déversée dans le sang par des cellules endocrines, véhiculée ensuite par la circulation sanguine pour exercer une action à distance, en modifiant leur métabolisme, sur un organe ou des cellules cibles qui possèdent des récepteurs spécifiques. Alors les hormones, elles ont une action qui s'exerce à très faible dose et leur catabolisme, c'est-à-dire leur destruction, est rapide. Il n'y a pas de spécificité à une espèce animale, exception faite de l'hormone de croissance humaine. Ensuite, la glycémie est un paramètre variable et régulé. La glycémie est le taux de glucose sanguin. Chez un sujet en bonne santé, elle est d'environ 1 g par litre. Cette valeur est maintenue par l'organisme, malgré les apports irréguliers de glucose avec les repas et une consommation variable en fonction des activités de la journée. Toute augmentation de la glycémie due à un apport par la nourriture est compensée par une mise en réserve du glucose dans certains tissus de l'organisme. Par exemple dans le foie, avec les cellules hépatiques, les muscles et le tissu adipeux, avec les cellules donc adipeuses, les adipocytes. Le foie et les muscles stockent le glucose sous forme de glycogène, qui est un polyose. Le foie en contient 70 à 80 grammes en moyenne. Les adipocytes, c'est-à-dire les cellules des graisses, constituent d'autres réserves sous forme de triglycérides. Le tissu adipeux est le principal réservoir de substances énergétiques de l'organisme. Il est d'en moyenne 15 kg chez l'homme. Inversement, toute diminution de la glycémie est compensée par la libération de glucose par les cellules contenant des réserves. Le pancréas et la régulation de la glycémie. Le pancréas est une glande de l'appareil digestif, située dans l'abdomen au niveau du duodénum. Il est responsable notamment de la sécrétion d'enzymes digestives dans la lumière intestinale. Il s'agit donc d'une fonction exocrine. Par ailleurs, 1% du volume du pancréas est constitué d'environ 1 million de petits amas de cellules. Ce sont les îlots de Langerhans. Chaque îlot présente un diamètre de 0,1 à 0,2 mm et est formé de 3000 cellules productrices d'hormones. Les cellules alpha produisent du glucagon, tandis que les cellules bêta
produisent de l'insuline. L'insuline et le glucagon, des messagers chimiques. Le glucagon et l'insuline sont sécrétés dans le sang. Elles sont transportées par le flux sanguin dans l'ensemble de l'organisme. Le message hormonal est codé par la concentration plasmique de l'hormone sécrétée. Ainsi, la concentration de l'insuline augmente avec l'hyperglycémie et la concentration de glucagon augmente en fonction de l'hypoglycémie. Les hormones se fixent sur des cellules cibles qui sont porteuses de récepteurs spécifiques à chacune d'elles sur leur membrane plasmique. Maintenant, le contrôle hormonal et la constitution et de l'utilisation des réserves. Les cellules cibles, sensibles au glucagon et à l'insuline, modifient leur métabolisme lorsque leurs récepteurs spécifiques captent l'une de ces hormones. En cas d'hyperglycémie, sous l'action de l'insuline, les cellules hépatiques et les cellules musculaires stockent le glucose en synthétisant du glycogène. C'est la glycogénogenèse. Du glucose a quitté le plasma. La glycémie diminue. De plus, sous l'action de cette hormone, les hépatocytes et les adipocytes réalisent des réserves sous la forme de triglycérides. Maintenant, on va parler en cas d'hypoglycémie. Le glucagon provoque la glycogénolyse et la libération de glucose par les hépatocytes. L'arrivée de glucose dans le plasma provoque une augmentation de la glycémie. Maintenant, les diabètes. Déjà avec leur définition. Les diabètes sont des maladies qui touchent les mécanismes de la régulation de la glycémie. On considère qu'un individu est diabétique si sa glycémie reste pendant plusieurs semaines à une valeur supérieure à 1,26 g par litre. Le diabète de type 1. Il apparaît le plus souvent chez l'enfant ou l'adolescent et il peut être traité à l'aide d'injections d'insuline. C'est le diabète insulinodépendant. Il nécessite une surveillance alimentaire stricte pour éviter les hypoglycémies toujours possibles et dangereuses. Le diabète de type 2. Il apparaît chez des personnes plus âgées, à partir de 40 ans, et il ne réagit pas toujours au traitement par insuline. C'est le diabète non insulinodépendant. Il est traité par un régime alimentaire pauvre en glucides simples et en lipides, et par la prise de médicaments agissant sur la glycémie. C'est le diabète le plus fréquent. Et maintenant, on va parler de leur cause. Déjà, la cause du type 1. Chez ces malades, les cellules bêta des îlots de Langerhans sont perçues de façon anormale, comme des cellules étrangères à l'organisme par le système immunitaire. Elles sont détruites par de nombreux globules blancs spécialisés, les lymphocytes tueurs cytotoxiques. C'est une maladie dite auto-immune. Ce diabète correspond à l'interaction de facteurs immunitaires, génétiques et environnementaux, le stress, les allergies, les infections virales. Maintenant, les causes du diabète de type 2. Ce diabète est dû à une altération des récepteurs de l'insuline ou des transporteurs du glucose. Le manque d'exercice physique et une alimentation trop sucrée ou trop grasse favorisent l'apparition de cette maladie. Elle correspond à l'interaction de facteurs comportementaux, alimentaires, génétiques et environnementaux. Maintenant, en conclusion, des mécanismes faisant intervenir des hormones pancréatiques, l'insuline et le glucagon régulent la glycémie dans le sang. Des dysfonctionnements d'origine alimentaire, mais aussi d'origine génétique, peuvent conduire au diabète, dont un des symptômes est une glycémie élevée. Non traitées, les conséquences peuvent être graves. L'insulinothérapie est un traitement du diabète par injection d'insuline. Il est efficace chez les diabétiques de type 1.